Qu'est-ce que c'est une vie, Sylvain Tesson? C'est la mienne. Moi, je vous réponds par ce que je connais. Alors, je ne vais pas vous faire une réponse comme ça généraliste et philosophique. Moi, je vais vous dire ce que c'est que ma vie. Ma vie, c'est la tentative de raconter par des mots tout ce que je vis. C'est-à-dire de transformer en verbe les sensations que j'éprouve, les émotions qui me traversent, les situations que je vis et les rencontres que je fais. Mais même si ce sont des rencontres extraordinaires, même si ce sont des moments presque indicibles, vous avez l'impression que ce n'est pas vécu complètement tant que ça n'est pas écrit? Oui, absolument. Pourquoi? Trouve que, je ne sais pas, je trouve qu'il faut qu'il y ait un point final à ce que je vis. Sinon, ça se volatilise dans l'indicible, quoi. J'adore, moi, dire ce que j'ai vécu. D'ailleurs, je prends mes notes comme ça tout le temps, je raconte. Je vis deux vies, en fait. Je vis une vie organique, sur le plan réel, dans la substance réelle des choses, et après, je la transcris sur le papier. Vous la transcrivez, est-ce que vous la transformez parfois? Non, 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 jamais. C'est-à-dire que j'aime la restitution formelle en mots de ce qui a été vécu, mais je n'ai pas besoin d'y ajouter la fiction. Je n'ai pas besoin d'y ajouter l'espèce de dopant, de stéroïde de l'imaginaire, quoi. J'ai l'impression que c'est du dopage, quoi. Vous voyez, c'est comme quand on s'injecte des substances pour aller plus vite dans la côte, quoi. Et moi, j'ai pas besoin de la fiction. Je trouve que c'est tellement incroyable, le spectacle du monde, le spectacle des hommes, ce qui vous traverse. Mais la vie, mais le simple corps humain, enfin le spectacle d'une main qui se referme, tout ça vient de millions d'années de mystères qui ne sont pas encore très bien compris, pas encore très bien connus. Tout est incroyable, tout ce qui se dévoile est beau, tout est mystérieux, tout ce que vous rencontrez, tout est adorable. C'est pas parce que je suis un anti-moderne que j'aime pas cette idée de l'homme augmenté et de l'homme prolongé. C'est parce que je suis un homme, je suis un être humain, j'aime la vie et je trouve ça hideux de penser que on va précisément considérer que on va s'éterniser pendant 1000 ans, l'homme millénaire, en se bardant d'instruments électroniques. C'est ça le transhumanisme. Mais qu'est-ce que ça voudra dire? Que le cadavre, plus tard, sera un déchet électronique? Non, je trouve que c'est... Pourquoi c'est hideux? Pourquoi c'est forcément hideux? Parce que déjà, philosophiquement, c'est une aberration. C'est une aberration qui ne considère pas que la vie vaut par sa fragilité. Et que ce qui est beau, c'est que la vie est une bulle de savon. Et que si jamais la bulle de savon dure 1000 ans, ça n'est plus une bulle de savon. Il n'y a plus la grâce de la fragilité. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc, premièrement, philosophiquement, c'est une aberration. Deuxièmement, le transhumanisme qui veut l'homme augmenter trahit quand même quelque chose. C'est une forte considération de soi-même, quoi. Le type qui dit, tiens, si je durais 1000 ans, ça veut dire quand même qu'il se satisfait assez bien de son existence sur la Terre, quoi. Alors ça me paraît assez étonnant. Et puis la troisième chose qui me semble affreuse, c'est que l'homme augmenté, c'est quelqu'un qui va transposer dans l'échelle du millénaire tous les petits malheurs de sa vie, quoi. Il fera une crise de la 400aine, il y aura des vieux beaux de 800 ans, il y aura des types qui se mettront à tripoter des gens de 2 siècles, alors on se dira, celui-là, quand même, il a des drôles de penchants. Enfin, c'est affreux, c'est l'absence de considération que l'absurdité de la vie, qu'elle dure 80 ans ou 1000 ans, elle sera la même. Le problème de la vie, c'est pas sa durée, c'est sa beauté. C'est ça que j'appelle la substance. Qu'est-ce que c'est, la touche, Sylvain Tesson? Ça, moi, j'en sais rien. Je ne vais pas commencer à faire la propre explication de ce que vous avez l'amitié d'appeler mon style. Moi, j'en sais rien. Je suis très content. Si jamais j'en ai un, tant mieux. Mais vous savez aussi qu'il se forge au fur et à mesure des livres que l'on écrit. Il y a une évolution, d'ailleurs, de votre manière de raconter, de votre regard posé sur le monde et sur les gens, de livre en livre. Peut-être. Moi, je suis le dernier, d'ailleurs, à pouvoir véritablement le percevoir, ça. Mais en tout cas, il y a une chose que j'aime profondément et j'aimerais partager à tous les gens que j'aime, cet amour que j'ai, c'est l'amour des mots. J'aime les mots, je trouve ça merveilleux. Je trouve que ce sont des voyageurs remarquables. Alors, ils viennent de très loin, ils ont traversé des siècles, parfois ils ont été un petit peu torturés, parfois on les comprend pas, parfois on les emploie pour un autre sens. Ce sont souvent des migrants? Souvent, ils viennent de partout, ils se sont fécondés, parfois ils ont disparu. Quel est le plus beau mot de la langue française?
C'est pas tout de suite là, mais j'aurai un autre avis dans 5 minutes. Mais tout de suite là, j'adore le mot coruscant. Parce qu'on a l'impression que ça veut dire... Je croyais, moi, j'ai toujours cru que coruscant, ça voulait dire quelque chose d'acide, d'amer, de difficile, comme si vous renversez une goutte de tabasco dans l'œil. Eh ben, pas du tout. Ça veut dire brillant, édifiant, éclatant. Ouais. Oh, ce que vous êtes coruscant. Voilà, alors on l'emploie pas beaucoup. Mais c'est merveilleux, ces mots qui sont difficiles à dire. Il y a une espèce de richesse sensuelle dans le vocabulaire et dans l'usage des mots. Moi, j'adore les dire. En plus, j'ai eu un problème physique à la suite d'une chute, donc c'est difficile pour moi. L'élocution est devenue difficile. Alors, c'est un travail comme un travail de pétrissage. J'aime dire les mots, j'aime les chuintantes, j'aime les sifflantes, j'aime les dentales. C'est pour moi un effort d'articuler, et je trouve que il faut rendre grâce aux mots, quoi. Enfin, il y a la langue, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Le verbe, c'est notre propre, c'est ce qui fait que vous et moi, on est des êtres humains, quoi. C'est pas uniquement qu'on est bipède et qu'on a comme diraient les paléontologues et les préhistoriens, et qu'on a les yeux qui nous permettent de regarder de face comme les prédateurs. C'est pas que ça le propre de l'homme. C'est le verbe, c'est la capacité de dire le monde, de le recomposer, de le recréer, de nous comprendre, de recréer un plan de réalité avec simplement le verbe. C'est magnifique, il faut les choyer, il faut vénérer les mots. C'est dommage, moi je le regrette, que nous soyons un peu en ce moment, ça va peut-être pas durer, mais dans une époque où les machines ont pris tellement de place, partout autour de nous, entre nous, en nous même, que la langue c'est un peu écartée, elle est un peu intimidée. Diriez-vous qu'elle est appauvrie? Pas chez tout le monde. Il y a encore des gens qui ont le verbe haut, qui parlent clair, qui parlent fort. Il y a encore des langages merveilleux. Il y a encore des gisements, comme il y a des gisements pétrolifères. Il y a encore des gisements sémantiques. Il y a encore des gisements de mots techniques, argotiques. Il y a encore des gens qui parlent comme ça, des magnifiques langues, soit extrêmement châtiées, soit extrêmement populaires. Mais, en tout cas, le personnel qui est censé nous diriger, quoi, l'autorité politique, qui parfois dans l'histoire a usé d'un verbe superbe, je pense aux oraisons, je pense aux grands discours, je pense aux grandes plaidoiries, ah ben aujourd'hui, oui, non, il s'exprime vraiment comme, je sais pas moi, des marchands de semelles de caoutchouc. On aurait voulu. Caril Ferret, écrivain. Tesson Sylvain, écrivain voyageur, et souvent réciproquement. Je suis pas très whisky en fait, donc plutôt eau. Moi, j'ai été très flasque de whisky, mais maintenant j'ai mis de l'eau dans la flasque. Le tourisme. Tous les jours qui sont le jour du retour. Les deux à la fois. Oui, tout à fait les deux à la fois. La nuit n'est jamais noire. Minimum en duo, mais jusqu'à 6 personnes, parce que 6 personnes, c'est le maximum qu'on puisse mettre dans une petite bétaillère. Et au moins, il n'y a qu'un véhicule. S'il y a 2 véhicules, après, ça devient un convoi, c'est pénible. J'ai commencé en colo, j'ai poursuivi en duo, et je termine en solo. Ça s'appelle la vie. Le voyage sur la Lune, comme Cyrano. Assez difficilement de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis, mais Bunel va finir par me faire changer d'avis. Se retrouver seul. Les embouteillages. La quête de Brel. Opium, fumée de rêve. Telle est la quête. Je m'arrête là parce que... Opium, fumée de rêve, poison qui nous élève au paradis artificiel. Peut-être en Islande, pour des raisons telluriques. Et moi, je repars en Patagonie au mois de janvier, mais pour des raisons alpinistiques. Privé de voyage, j'ai écrit, hein, ça me dérange pas en fait. Je voyage quand même. Moi, je vois pas ce qui pourrait me priver de voyage. L'amputation des 2 jambes, peut-être. Moi, j'ai lu tous les livres de Sylvain Tesson et je sais qu'il n'a pas lu les miens. Ouvrez l'œil et ouvrez des livres.